Donc ce soir, nous sommes ravis d'accueillir dans le cadre de ce festival Les maths dans tous leurs états pour une conférence sur les canons rythmiques, Emmanuel Amiot, qui est chercheur en maths et musique, un des rares chercheurs en maths et musique, qui est également danseur de tango et qui va nous parler de canons rythmiques. Donc à toi Emmanuel. Merci. Donc, oui, je vais vous parler de canon rythmique. Alors, c'est quelque chose qui est un excellent sujet pour entre des mathématiques et de la musique, car on va voir que c'est quelque chose de très compréhensible du point de vue musical, qui remonte à peu près la plus haute antiquité. Je vais passer des exemples musicaux tout à fait convaincants, enfin j'espère, et on verra que ça se formalise rapidement avec des mathématiques de manière extrêmement intéressante, entre le niveau le plus élémentaire qui serait accessible à des enfants d'école primaire et des problèmes ouverts en mathématiques, puisqu'on n'arrête pas de réfuter des conjectures à leur sujet, en fait, depuis une vingtaine d'années. Donc, pour commencer, je vais vous passer un exemple de canon extrêmement célèbre qui remonte à Jean-Sébastien Bach, qui est un grand spécialiste des canons. En principe, je peux pouvoir passer. Bon, pour l'instant, c'est pas un canon, on a entendu juste le motif. Alors ça, c'est le même motif, mais à l'envers. Donc déjà, c'est pas si simple de faire un motif qui sonne bien à l'endroit et à l'envers. Et ce qu'a fait Bach qui est extraordinaire, c'est qu'il va faire sonner les deux en même temps, le motif à l'endroit et sa version à l'envers. Les deux. Alors quand vous avez la même chose à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire sur une seule face, c'est difficile de nier qu'il y ait un modèle mathématique qui rende compte de tout ça. Je pense que la plupart des gens qui assistent à cette conférence vont le reconnaître. Donc on est en fait une seule face avec l'endroit et l'envers en même temps. Eh ben oui, c'est un ruban de Möbius. Là, ça sonne pareil, mais en fait, c'est la même chose à l'envers. Voilà, bon, je pense que là, ça me donne une légitimité à parler de canon et à dire que c'est un beau domaine mathématique, puisqu'on arrive dans une œuvre de Bach qui date de 1736, je crois, à quelque chose qui utilise le ruban de Möbius et qui est beaucoup plus tardif, 2 siècles et demi après, du point de vue des mathématiques, quand même. Donc, un grand respect pour Monsieur Bach, qui a découvert des choses mathématiques qui n'existaient absolument pas dans l'univers mathématique. C'est comme Beethoven, j'en parlerai à une autre conférence, qui avait découvert les circuits hamiltoniens dans un graphe, alors que Hamilton était encore un enfant en jupe à cette époque-là. Alors, la notion de canon musical, on vient d'en entendre un superbe, donc extrait de l'offrande musicale du grand maître du genre que Jean-Sébastien Bach, qui en a fait des centaines, voire des milliers. Ben, c'est quelque chose de très simple. Tout le monde a chanté Frère Jacques, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas chanté Frère Jacques? Si oui, levez la main, on verra bien. Mais ça m'étonnerait quand même. Non? Ah, je voyais quelqu'un qui bougeait, mais ça va. Donc l'idée, c'est que vous chantez Frère Jacques, Frère Jacques. Et quand le premier attaque Dormez-vous, eh ben, quelqu'un va attaquer de nouveau Frère Jacques, donc décalé dans le temps. Puis un troisième va décaler quand on attaque Sonnez les matines. Bon, vous connaissez Frère Jacques?
Alors, bon, là, je ne vais pas vous proposer parce que les gens sont un peu dissociés et les micros ne sont pas branchés, mais sinon, en général, quand c'est en live, là, je propose à tout le monde de chanter Frère Jacques en même temps. Et c'est très rigolo, on voit tout de suite ceux qui chantent juste et pas, ou pas. Alors, bon, comme on est en distanciel, il faut faire avec ce qu'on a. Je vous propose de passer la musique d'un canon. Alors, ce n'est pas aussi joli que Frère Jacques. Et aussi, il s'agit de décanter un petit peu la notion à celle de canon rythmique. Parce que vous avez vu que quand on jouait un canon de Bach, ça sonnait de manière magnifique, enfin, c'est vraiment un très grand maître, avec des harmonies superbes, des accords parfaits qui se retrouvent, ce qu'on appelle le contrepoint, c'est-à-dire on a des voix qui jouent ensemble comme ça, qui s'entrecroisent, mais verticalement, ça fait des accords qui changent, qui bougent, mais qui sont tout à fait satisfaisants, consonants, agréables à l'oreille. Alors nous, pour avoir quelque chose d'agréable à l'oreille, la contrainte qu'on va faire, c'est qu'on ignore complètement les hauteurs des notes, les mélodies, les paroles, les instruments, des trucs comme ça. Et on fait déjà une espèce de modélisation mathématique. Et ce qu'on veut, c'est un canon rythmique, c'est-à-dire on veut une voix. Ici, cette voix, ça va être tout simplement, je la rejoue. Donc, c'est juste quelque chose de purement rythmique, une cellule rythmique. On pourrait la faire avec un woodblock, en tapant sur une casserole, sur votre conjoint, sur qui vous voulez. Et donc, juste, on fait un petit bruit rythmique comme ça. On n'a pas de durée des notes, on a juste une abscisse, hein, mathématiquement, le moment où commence un son, et c'est tout. Et donc, la contrainte, c'est qu'on va superposer plusieurs décalages de cette voix de manière à... Alors, il y a une contrainte, parce que sinon, on peut prendre n'importe quelle voix et la répéter n'importe quand, et ça peut être très intéressant. Mais si on n'a pas cette contrainte, eh ben, on va avoir absolument n'importe quoi, sauf que ça sera fait de plusieurs voix répétées. Donc, la contrainte qu'on va introduire, c'est d'avoir tout simplement, comme vous le voyez sur le dessin ici, à chaque point, on a une seule voix qui joue en même temps, une et une seule. Donc, pour les mathématiciens un petit peu chevronnés, c'est existence et unicité. Et on pourrait parler de bijectivité d'une certaine application quand on fait les modélisations de ces choses-là. Si vous voulez, je pourrais vous passer un exemple où on a une même voix qui est jouée dans diverses versions à plusieurs décalages, et on comprend pourquoi c'est intéressant d'avoir une contrainte. C'est une pièce assez connue de Giorgio Ligeti. Et là, en fait, pour obtenir une répétition du même motif, mais à des vitesses très légèrement différentes, il a mis ensemble 80 métronomes, ou 100, je crois, dans cette version-là, et il les fait jouer ensemble. Voilà ce que ça donne. Pardon, il faut que je fasse le partage d'écran. Est-ce que vous voyez les métronomes, là? Non, on voit toujours ton diaporama. Maintenant, Ah, ça passe. alors, bon, là, vous avez le son, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Bon, j'abrège. Bon, il y a des gens qui aiment. Maintenant, c'est vrai que c'est une pièce quand même très, très particulière, il faut bien reconnaître. Et avec la répétition du même motif du métronome, donc, qui est quelque chose de régulier. Et ces différentes voix qui se superposent, qui se chevauchent, qui font quelque chose de plus ou moins intéressant. Enfin, bon, faut aimer, c'est quand même assez particulier. Donc ça, c'est pour dire que la contrainte que j'ai introduite, qu'on va avoir une note et une seule pour chacun des temps, c'est quand même quelque chose, un peu comme la versification quand on fait de la poésie, qui va être une contrainte, mais qui va donner une richesse au résultat, une certaine cohérence. Et quelque chose d'assez plaisant. D'ailleurs, écoutez ce canon. Alors là, vous pouvez y aller parce que vos micros ne sont pas branchés, donc vous pouvez essayer de faire marcher, par exemple, la voix bleue. Moi, j'essaie de faire la voix bleue. Je voudrais voir sur les vidéos les gens qui claquent dans leurs mains, là, sinon, c'est pas la peine qu'on se les carcasse. Hein. Allez, courage. Laissez la voix rouge.
c'est pas si facile, hein, ça demande un petit peu. Bien, je suis content que vous essayez. Bon, c'est pas si facile, mais bon, on saisit bien en tout cas que quand on fait une voix, quand on en fait une autre, c'est la même voix. Donc ça, c'est un canon où on a un décalage donc de la voix dans le temps, une translation mathématiquement dans l'axe du temps, et sinon, ça conserve exactement l'enchaînement rythmique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un canon par translation. Alors, je vais vous parler surtout de ces canons-là, ces canons rythmiques, qui ne sont pas si évidents que ça. Et on va essayer de voir en particulier comment on peut en construire un. Un de mes buts dans cette conférence, c'est que vous soyez motivés par l'idée de fabriquer vos propres canons rythmiques, peut-être de mettre des notes, des paroles, de chanter ça à l'anniversaire de vos enfants, de vos parents, etc. la prochaine fois. Je suis sérieux, hein, je connais un canon rythmique qui a été fait sur Happy Birthday par un compositeur contemporain et qu'il a offert effectivement une partition avec 4 voix comme ça. Il m'avait demandé de fabriquer un canon rythmique selon ses spécifications. Alors voilà un autre canon qu'on va faire donc, sur le motif que vous venez d'entendre, qui est donc où donc les notes du motif arrivent sur le 0e, le 4e, le 5e et le 9e temps. Bon, j'ai pris celui-là parce qu'il marche, tout simplement. Alors, ça ne se voit pas qu'il marche pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le décaler de 1. Mais là, il y a un problème. Vous voyez le problème? C'est que le 5e temps, en fait, est commun aux 2 voix. Et ça, c'est quelque chose d'interdit dans la contrainte. Sinon, on a n'importe quoi. On a les métronomes qui sont ensemble, comme tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, je n'ai pas l'injectivité, je refuse cette solution, et au lieu de décaler de 1, je décale de 2. En décalant de 2, effectivement, là, j'ai plus de coïncidence. Alors, après avoir décalé de 2, on peut décaler de 8, puis de 10, et on obtient un canon qui marche avec 4 voix, donc, qui sont identiques, qui sont décalées dans le temps, 4 voix de 4 notes, et donc une période de 16 notes. Alors, vous voyez que dans les mathématiques de la chose, en fait, on a le motif qui s'écrit avec des nombres, 0, 4, 5, 9, en l'occurrence, et puis on a d'autres nombres qui interviennent, qui sont les entrées, les moments, les décalages de ces 4 voix. Ici, il se trouve, c'est une coïncidence, hein, qu'il y a 4 voix de 4 notes, mais ça peut être un petit peu n'importe quel nombre. Donc là, la première voix est décalée de 0. Allô, allô? Il y a une question qui est comment on Oui. choisit les notes du canon? C'est une excellente question, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. En fait, c'est un problème ouvert. On n'est pas, pour le dire très rapidement, on n'est pas sûr, juste en regardant un modif de canon, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on peut faire un canon avec? Donc, bravo, c'est la question qui fait très mal, ça. Mais c'est un problème ouvert, c'est un problème majeur. Majeur, pas au sens musical, hein. Bon, au sens mathématique. Donc là, la chose qu'on doit trouver en plus du canon, c'est les 0, les 2, les 8 et les 10, donc qui permettaient de fabriquer les entrées de ce canon de manière à ce que ça marche. Effectivement, comment on fait? Ben, on peut faire par tâtonnement. Alors, dans le cadre de cette conférence, je ne vais pas aller tellement plus loin que les tâtonnements. Alors, par exemple, la même voix qu'on venait de voir, alors c'est en notation musicale, si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas la peine de savoir le solfège, c'est juste géométrique, c'est voir où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des pleins, hein, en fait. Donc là, vous avez une note, puis 3 espaces vides, 2 notes, le symbole, ça veut dire 2 espaces vides, puis un espace vide, donc 3 espaces vides encore, et puis une note, etc., etc. Donc là, si je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire j'essaie de décaler de 1, mon motif 0, 4, 5, 9, je décale en 1, 5, 6, 10. Et ben, comme on l'a vu tout à l'heure avec le diagramme circulaire, on a le 5 qui se retrouve dans les 2 voies. Donc, ce n'est pas bon. Donc, si on ne veut pas ça, ben, on décale de 2, comme je vous ai montré sur le diagramme circulaire. Et en décalant de 2, donc vous avez 2, 6, 7, 11 qui ne coïncident pas avec 0, 4, 5, 9. Donc ça marche bien. Donc, vous voyez que les canons rythmiques, c'est l'art de décaler les sons. Et puis, on tâtonne jusqu'à ce que ça marche, si ça marche.
Alors, après, qu'est-ce qu'on a comme trou qui marche bien? On a un très beau trou ici au 8e temps et un autre trou au 10e temps. Et alors là, vous me direz qu'il reste des trous ici, là, et puis aussi à la fin. Mais alors, comme ces trous en fait, sont séparés par le même espace, si on s'aperçoit qu'en répétant les voix, et alors ça va être l'autre chose très importante sur cette notion de canon rythmique, en répétant les voix, donc avec cette période de 16 notes, 4 fois 4 notes, puisqu'on a 4 voix de 4 notes, eh bien, ça va le faire. Regardez, là, j'ai rajouté en note bleue les mêmes voix, mais répétées avec une période de 16. C'est-à-dire, après 2 barres comme ça, j'aurais écrit exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, ces 2 notes bleues. J'espère qu'avec Zoom, vous voyez ma souris qui bouge, là. C'est bon? Vous voyez, ces 2 notes bleues, elles viennent boucher Oui, c'est justement bon. les 2 trous. Elles viennent boucher les 2 trous qui restaient là. D'accord? Et les 2 notes bleues ici, qui sont en fait la répétition de ce motif-là, elles viennent boucher les 2 trous qu'on avait au départ. Mais ça, si vous aviez chanté Frère Jacques en groupe tout à l'heure, vous auriez remarqué exactement le même phénomène. C'est-à-dire que le premier qui commence, il se sent un petit peu tout seul. Il fait Frère Jacques. Mais le quatrième qui attaque Frère Jacques, il y a déjà 3 voix qui sont en cours de route, qui sont en train de chanter. Donc, on est en train vraiment de faire un chœur. Donc, en fait, vous avez un petit peu comme en physique comment on dit, euh, des voix au début qui vont pas durer. Et puis, on rentre après dans un régime stationnaire où on a tout le monde qui chante à plein poumon. Et on est dans ce régime stationnaire où on entend effectivement une note et une seule par temps. Donc, c'était la contrainte. Alors, mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on y arrive effectivement, mais quand on rentre dans le régime stationnaire, on n'y rentre pas forcément tout de suite avec toutes les voix. Ça dépend. C'est possible qu'on y rentre tout de suite, c'est possible qu'on n'y rentre pas. Donc, ce qui se passe, c'est que si on le fait numériquement, vous voyez, on va rentrer 0, 4, 5, 9, c'est la voix de base. On la décale de 1, bon, ça fait 3 fois que je le dis, j'insiste pas, ça ne marche pas. On la décale de 2, ça marche mieux, parce que 2, 6, 7, 11, ça ne coïncide pas avec 0, 4, 5, 9. On décale de 8, on décale de 10. Alors, où est-ce qu'on en est? On a 16 notes distinctes. Donc, mathématiquement, pour ceux qui connaissent, c'est de l'injectivité. Les notes sont distinctes, mais il y a des trous. Elles sont distinctes, mais elles sont trouées. Vous voyez qu'il manque le 1, le 3, le 16 et le 18. Sinon, on a relativement bien fait le plein, mais quand même, il y a 4 trous. Alors, comment on va s'arranger avec ces trous? Là, on va bien le voir en revenant à un diagramme en horloge. Et là, la modélisation, bon, je le ferai demain avec des lycéens de première. La modélisation, c'est celle d'une horloge avec des aiguilles, et ça, tout le monde peut le comprendre. Pour les mathématiciens, vous savez qu'il s'agit de calcul modulaire, ce qu'on appelle un calcul modulo n, ici, n étant égal à 16. Hein? D'accord? Je vois quelqu'un ici. Une question? Non? OK. Donc, regardez ce qui se passe. C'est extrêmement simple à comprendre. Ce calcul modulo 16, c'est la même chose que quand on dit il est 13 heures, et on peut dire aussi il est 1 heure. Ou il est 16 heures, c'est la même chose qu'il est 4 heures. Autrement dit, quand on dépasse le modulo, quand on dépasse un certain nombre de données, on retire ce nombre jusqu'à suffisamment de fois pour redescendre en dessous du nombre en question. Et ça, on y arrive toujours, c'est une propriété des nombres qui est automatique dans un corps archimédien. Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand vous prenez le motif 0, 2, 4, 5, et puis vous essayez de le décaler un petit peu fort, vous voyez qu'on arrive à la fin à des notes comme 14, 15, 17, 19. Oui, mais 17, il vient de dépasser 16, et 16, il coïncidait, vous voyez, 16, c'était ce qui suivait 15, c'est-à-dire que 16, on le prend égal à 0, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée du modulo 16. Il y a un certain nombre fixé, le modulo, qu'on va faire comme s'il était égal à 0. Donc, le 17, en fait, c'est un 1. Et le 19 qui est là, le dernier point de la voie jaune, c'est 3 plus 16, donc ça va être 3. En principe, si je clique, il se transforme en 3. Yes, vous voyez, c'est magique, ça marche. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que notre canon, ça ne faisait pas tous les nombres de 0 jusqu'à 16, enfin de 0 jusqu'à 15, mais ça va le faire si on les prend modulo 16. Et modulo 16, c'est tout simplement l'expression d'un phénomène musical, qui est qu'on va répéter tous les 16 notes, donc toutes les 2 mesures dans la partition de tout à l'heure, on va répéter notre motif musical jusqu'à ce que tout le monde soit en train de chanter en même temps, ou tous les instrumentistes soient en train de jouer en même temps, qu'on soit en régime permanent. Et à ce moment-là, on est bien rentré dans une note par seconde, une note par temps et par voix, une et une seule. Alors,
est-ce qu'on peut généraliser un petit peu ce qu'on a trouvé sur ces deux exemples en fait, de canons? C'est ce qu'on appelle donc des canons par translation. Je finirai ma conférence en vous montrant deux autres types de canons. Il y en a encore plus, mais bon. D'abord, le canon, là, il a 4 voix. Et ces 4 voix faisant 4 notes, eh bien, il se trouve qu'il se répète toutes les 16 notes. On a vu que cette répétition était essentielle pour rentrer dans le régime permanent. Alors ça, c'est un théorème de De Bruyn et Hajjosh qui date des années 1950, c'est pas si vieux que ça, et qui démontre que tout canon de ce type est périodique. Pour les amateurs, j'en parlerai éventuellement en privé ou en réponse aux questions, c'est une application très jolie du lemme des tiroirs, du célèbre lemme des tiroirs. Alors, pour rebondir sur la question qui était posée tout à l'heure, et j'ai dit c'est vraiment la question qui tue, eh ben, il y a des motifs qui ne donnent pas de canon. Alors, il y a un motif, on a vu des motifs qui donnaient des canons, on l'a prouvé de façon très simple en exhibant les canons qu'ils donnaient. Bon, c'est une preuve constructive. Là, je fais le contraire, je donne un motif qui ne peut pas donner de canon. Et c'est très facile à montrer. Regardez ce motif. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Ah oui, j'en vois qui sourit, donc probablement vous avez reconnu la panthère rose. Oui. Ça, c'est le motif rythmique de la panthère rose. Tadam, tadam. Eh bien, la panthère rose, elle n'est pas capable de faire un canon par translation. Elle est capable de voler des diamants dans les palaces, mais bon. Pourquoi ce n'est pas possible? Ça se voit très bien. Là, un enfant peut le comprendre, puisque vous voyez que ce motif, il y a 2 notes, un trou et puis 2 notes. Comment est-ce que vous allez faire pour caser 2 notes dans un seul trou? Il n'y a juste pas la place. J'essaye, hein, regardez. Mais là, vous voyez, j'ai 2 coïncidences et j'ai exclu ça. J'ai refusé qu'on ait des coïncidences comme ça. Si je décale autrement, j'ai encore une coïncidence. Et si je veux décaler encore plus, je ne vais pas boucher le trou, j'y arriverai jamais. Donc, c'est juste impossible, mathématiquement, c'est une preuve rigoureuse, de faire un canon par translation avec ce motif-là. Donc, d'un côté, il y a des motifs où on peut prouver qu'il n'y a pas de canon. De l'autre côté, il y a des motifs où on peut prouver qu'il y a un canon. Et ça laisse la question qui a été posée par un auditeur, qui est, quand on a un motif, est-ce qu'il va faire un canon? Et la réponse est, on ne sait pas. On a des conditions suffisantes, qui sont des conditions compliquées, avec des polynômes, des facteurs cyclotomiques. Et bon, s'il y a des questions pointues là-dessus, je peux tout à fait y répondre, mais ça dépasse largement le niveau lycée. Je vous ai dit, on arrive sur des problèmes ouverts, en fait, avec ces problématiques de canon rythmique. Alors que tout à l'heure, vous avez vu qu'on pouvait le faire aussi juste en tapant dans ses mains. Alors, comment on peut faire pour faire des canons quand ça ne marche pas par translation? Voilà une première méthode qu'on appelle le canon par augmentation. Alors, je m'empresse de dire que ce n'est pas un truc que j'ai inventé ou des gens du XXe ou XXIe siècle, ça remonte à Bach ou même à la Renaissance. Des canons par augmentation, vous en avez un magnifique dans la fugue en ré dièse mineur du clavier bien tempéré dans le premier livre, si vous voulez, par exemple, et dans l'offrande musicale. Voilà un motif, et je commence à faire un canon par translation. Ça commence pas mal, vous voyez, il y a 2 voix, ta, 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 et puis pa, pa, pa. Et bon, ça se cale assez bien. J'ai mis 2 notes dans les 2 trous ici. 2 notes dans les 2 trous, c'était nickel. Et voilà, je me retrouve comme tout à l'heure, comme à la diapo précédente, avec un trou et un motif qui commence par 2 notes. Et je ne peux pas caser les 2 notes dans un trou. Il n'y a pas la place. Et voilà. Vous avez entendu, ça fait poète là. Hein, on entend un coup de klaxon parce que c'est juste pas bon. Là, j'ai 2 notes qui se cognent. Et si j'essaie de décaler plus, ça ne marchera pas non plus. Alors, quelle est la solution qu'on va adopter ici? Puisque j'ai un trou et que mon motif répétait 2 notes après le même temps, tout simplement, je vais prendre mon motif, mais je vais prendre le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une note dans un trou et une note juste après le trou, je vais prendre une note dans un trou et une note dans le trou suivant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ta, 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 je vais faire ta, ta, ta. Méthode suisse, on ralentit considérablement. Ce qu'on appelle augmenter dans le jargon des musiciens. On augmente le motif. Et donc, vous voyez, si je fais une note, je prends mon temps, puis je remets la note, et puis j'attends, et puis j'attends, et puis j'attends. C'est le même motif, mais 2 fois plus lentement.
Ça, sérieusement, c'est quelque chose qui est tout à fait utilisé par les compositeurs. Et là, on n'a aucun mal à compléter le canon avec 5 voix, donc avec la voix du milieu ici qui va être 2 fois plus lente et les 4 autres voix, les 2 du début et les 2 de la fin, qui sont au rythme initial. Alors ça, c'est un problème qui est tout à fait intéressant. Éventuellement, je le laisse pour les questions éventuelles à la fin de la conférence, parce que ça a été présenté il y a moins de 20 ans par un compositeur américain, Tom Johnson, qui s'était intéressé à cette idée. Je prends un motif rythmique très simple et j'essaie de faire des canons avec. Et il y a une question qu'il avait posée, c'est pourquoi toutes les solutions trouvées à l'ordinateur ont une période qui est de 15, 30, 45, 60, 75, 90, toujours un multiple de 15. C'est une question simple. Mais si je vous dis comment on résout cette question, eh ben, vous serez extrêmement surpris. En fait, c'est une question de mathématiques extrêmement avancée. Alors, pour finir, je vous propose une dernière façon de faire des canons. Enfin, c'est la dernière que j'ai mise dans ma conférence, mais il y en a encore d'autres, hein, si vous y prenez goût, il n'y a qu'à demander. Je reprends le même motif d'ailleurs, ta, 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 donc avec le même début, hein, je décale de 2 ici, et au lieu de dilater, de changer le temps, de changer le rythme de mon motif, de changer le tempo, eh ben, puisque j'ai un trou et que mon motif se termine par une note tout seul, tout simplement, je vais prendre mon motif et le retourner à l'envers. C'est-à-dire que je vais commencer le motif par la note toute seule et le finir par les 2 notes collées. Ce qu'on appelle rétrograder le motif. Ça aussi, Jean-Sébastien Bach le faisait très, très volontiers. Donc, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Ben, ça donne un canon encore plus simple avec, donc un canon par rétrogradation, où on a 2 fois la voix à l'endroit et 2 fois la voix à l'envers. Et ça marche. Alors là aussi, il y a un théorème qui est encore plus récent, qui date d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine maintenant, comme le temps passe, qui a été démontré par Meyerowitz et puis par un musicologue indépendamment, John Wilde, qui dit que quand on a un motif de 3 notes, comme celui-là, ou comme n'importe quel motif de 3 notes, vous pouvez faire réussir un canon avec rétrogradation. Donc, c'est une réponse très, très partielle à la question. Comment choisir un motif pour arriver à faire un canon? Avec rétrogradation, s'il n'y a que 3 notes, on peut toujours y arriver. Il y a un algorithme qui est garanti de marcher. Et ça, c'est un truc qui n'est pas simple non plus. On ne peut pas vraiment le démontrer niveau lycée, c'est un petit peu au-delà. En revanche, c'est très facile d'appliquer l'algorithme et de fabriquer des canons comme ça. Donc, je vous propose de l'écouter. Si on faisait la deuxième voix. Voilà, j'aurais pu vous laisser essayer la troisième voix, que vous voyez qu'en fait, on a 2 voix ici, deux formes du motif, la forme directe et puis la forme renversée, la forme écrevisse. C'est aussi un procédé compositionnel qui a été beaucoup utilisé par Schoenberg quand il a inventé la musique dodécaphonique, qui a été après utilisée et généralisée par des gens comme Boulez, Stockhausen, etc. Donc là aussi, on n'est pas que dans un truc de matheux qui s'ennuie pendant les longues soirées d'hiver. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé de manière récurrente dans la musique, de l'âge baroque jusqu'à la musique la plus contemporaine. Pour finir, j'espère que vous trouverez que c'est en beauté, je voudrais présenter des compositions récentes qui utilisent des canons rythmiques. Et je dois signaler donc qu'il existe dans les logiciels d'assistance à la composition, comme Open Music ou Rubato, et quelques autres encore, des modules qui permettent de fabriquer des canons rythmiques, des bases de données qu'on peut trouver sur Internet, etc. Et il y a, bon, pas tous les compositeurs, hein, soyons honnêtes, mais pas mal de compositeurs qui vont utiliser ce matériau rythmique, disons, pour les aider à fabriquer des choses un petit peu texturées. Alors là, vous pouvez lire des articles un peu spécialisés dans la presse des compositeurs, des journaux, de gens qui racontent comment ils ont composé telle ou telle œuvre, comment ils ont écrit certains de leurs livres. Là, je présente 2 partitions. Je vous laisse regarder un tout petit peu. Est-ce que vous devinez, par exemple, la première partition? Est-ce que c'est un canon avec des augmentations, c'est-à-dire on change le tempo sur certaines voix, ou est-ce qu'on se contente de les mettre à l'endroit à l'envers, par rétrogradation?
ou est-ce que ça marche par translation, c'est-à-dire on a toujours la même voix, simplement décalée dans le temps, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous avez 3 canons qui rendent compte de la partition vocale. C'est un chœur à 4 voix, hein, qui s'appelle My Lagon Love, ce qui est une espèce de déconstruction d'une ballade irlandaise de la fin du 19e siècle. Et je l'ai composé avec des canons par, là je crois que vous le voyez, par augmentation. Vous voyez sur les dessins à côté qu'on a des voix qui s'étalent donc horizontalement, qui sont à des tempi tout à fait différents. Certaines durent seulement 5 notes. C'est le motif de la Panthère rose. Hein. Padam, padam. My la, good love. Et puis il y a des versions beaucoup plus lentes ici. My la, good love. Il y a des tempi tout à fait différents et avec 3 solutions qui sont les 3 solutions les plus courtes pour faire des canons par augmentation sur le motif de la Panthère rose. Parce que là, le motif de la Panthère rose, on est obligé de faire des augmentations par rétrogradation, ça ne passe pas non plus. Et alors, le premier canon ici, c'est un tango en fait que j'ai composé il y a une quinzaine d'années. Et je voudrais vous montrer une représentation publique de ce canon. Il faut que je partage le bon écran. Excusez-moi, ça vient. Donc, je vous partage l'écran. Ça, c'est une représentation qui a été donnée il y a 3 ans pour le centenaire du Conservatoire de Nice avec des anciens élèves du lycée musical. Donc, qui ont fait un petit arrangement de ce tango pour un ensemble instrumental. Et on a eu le culot, après une répétition d'au moins 1 heure, donc non seulement de le présenter devant 2000 personnes, mais de le danser. Donc, vous allez me voir danser avec une ancienne danseuse étoile. Donc, Noli Me Tangero, qui est une œuvre musicale donc, fondée rythmiquement sur un canon par rétrogradation. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'entends plus rien là. Nous non plus, nous n'entendons pas. Ah, c'est ennuyeux. Ah, j'ai dû... Peut-être qu'il fallait que je reclique sur le truc. Peut-être en faisant partager le son. Oui, c'était cliquer, partager l'audio, en principe. Est-ce que ça marche mieux là? Oui, mais il faut le remettre au début. Voilà. Alors, je ne fais pas ça pour me mettre en valeur, en fait, vous verrez que j'avais pas mal de bides à l'époque, et bon, c'est juste pour illustrer que c'est de la composition tout à fait contemporaine. Marie-Christine n'avait pas tout à fait non plus l'allure d'une ballerine comme à 18 ans, mais elle dansait encore remarquablement bien. Je dois préciser qu'elle n'avait jamais dansé de tango de sa vie. Alors, vous aurez peut-être peine à le croire, mais comme toute danse de tango, c'est essentiellement improvisé. On avait répété un tout petit peu avant pour essayer de se caler sur la musique, mais il y a une scénarisation, disons, un peu globale. Par exemple, cet épisode-là où elle démontre un certain dédain pour le danseur.
Sinon, tous les détails sont improvisés. Y compris celui-là où je balance mon chapeau sur Ève Ruggieri. Là, à la basse, on réentend le rythmique, le motif rythmique qui est le motif du canon. Mais une voix est silencieuse. Là, on a un petit peu plus d'une note par temps, mais c'est aussi sur l'idée d'un pavage au sens d'un remplissage rythmique. Et on arrive à la stretta finale qui reprend donc le pavage rythmique, le canon rythmique initial. Voilà. Et un canon à 6 voix. Voilà. Donc c'était ce tango, donc une composition relativement contemporaine fondée sur un canon rythmique. Je passe cette diapo, mais en fait, bon, vous aurez ça sur le site du festival avec des petits challenges. Celui qui est sur le site, c'est le premier qui est relativement accessible. Comment on peut faire un canon avec le motif 0136. Ah, pardon. Désolé, c'est que j'ai encore oublié de partager le bon. Merci de me l'avoir signalé. Voilà. Donc, quand je passe au diaporama, voilà. Voilà, donc le premier challenge, c'est trouver les 3 décalages qui vont permettre de faire un canon rythmique avec le motif Tata 0136. Et puis, il y en a 2 autres de difficultés croissantes. Et si vous cherchez vraiment des difficultés, il y a la conjecture de Fouglet, qui, comme son nom l'indique, est toujours une conjecture. Et on est pas mal à chercher dessus depuis 1974 quand même, donc c'est assez dur. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Donc, je suis ravi que vous soyez restés jusqu'au bout pour l'écouter. Et si vous avez des questions, on va brancher les micros, les bâtons de parole et ce genre de choses. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, dans la mesure où ce n'est pas des questions ouvertes, puisque je vous disais, il y a un certain nombre de questions sur ces canons rythmiques qui sont non résolues, en fait.